Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être tous présents pour remplir cet amphi comme il apprécie de l'être de temps en temps. C'est en tant que directeur général de l'ISAE Super-Héros que j'ai le plaisir d'ouvrir cette cérémonie de baptême de promotion et de vous souhaiter à nouveau collectivement la bienvenue. La cérémonie du baptême à laquelle vous participez aujourd'hui diffère sensiblement des éditions précédentes puisque les travaux en cours sur le campus nous privent de nos lieux de réception les plus vastes et donc nous avons dû renoncer à convier vos parents et vos proches pour assister à cet événement. Mais nous avons tenu à le maintenir parce que cet événement marque votre entrée officielle dans la grande famille de l'ISAE Super-Héros. C'est bien ça le sens du moment que vous allez vivre. Pour chacun d'entre vous, individuellement, ce baptême marque une nouvelle étape de votre parcours. Une grande et belle étape, celle qu'ouvre votre admission au sein de notre institut, et c'est une phase de 3 à 4 ans de formation qui commence, une phase passionnante, foisonnante d'opportunités, de découvertes et d'apprentissage. Cette phase est elle-même grande ouverte sur l'avenir et vous offrira ensuite des possibilités de carrière à la fois gratifiantes pour vous et utiles à la société. Mais collectivement, ce baptême marque aussi la constitution d'une nouvelle promotion et son intégration à la déjà longue lignée des promotions de l'ISAE Super-Héros et de ses prédécesseurs, Super-Héros et l'ENSICA. Une lignée qui remonte à 1909. Un peu plus d'un mois après votre rentrée, il constitue le dernier temps fort de votre période d'intégration, une période organisée par vos aînés pour vous accueillir. Et donc, par-delà la diversité de vos provenances, ce moment vous rappelle que solidarité et fraternité au sein des promotions et entre les promotions sont plus que des traditions. Ce sont des valeurs essentielles pour la réussite de tous pendant les années de formation et au-delà, tout au long de vos vies. Cette cérémonie marque également la continuité avec les formations qui ont précédé. Ce sont plus de 20 000 ingénieurs qui se rassemblent derrière l'insigne de l'ISAE Super-Héros que nous allons vous remettre dans quelques instants. Plus de 20 000 ingénieurs qui représentent à mes côtés Jean-Louis Marcet, au nom de l'association des alumni. C'est aussi un pas important pour votre entrée dans la grande communauté de l'aéronautique et de l'espace que représente aujourd'hui Charles Champion, ancien directeur de programme A380, directeur de l'ingénierie d'Airbus et aujourd'hui président du conseil d'administration de l'ISAE Super-Héros. Je les remercie tous deux pour leur présence et le symbole qu'elle constitue pour vous. Vous avez fait le choix de l'ISAE Super-Héros en conclusion logique d'une première phase de vos études après avoir obtenu un très bon rang dans les concours ou d'excellentes mentions dans vos cursus. C'est maintenant une autre étape qui commence. Ces prochaines années sont une opportunité unique de multiplier vos expériences et vos apprentissages avant de plonger dans la vie active. Vous êtes dès maintenant des ingénieurs en devenir qui apprenaient leur métier. Pour réussir à cette transformation, prenez le temps de penser à ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez faire dans les premières années de votre vie professionnelle, et pour vous y préparer, de réfléchir à ce que vous voulez vivre ici. Car votre vie et votre carrière d'ingénieur, c'est vous qui les déterminerez en fonction de vos goûts et de vos capacités. La diversité des métiers que vous pourrez exercer est considérable, mais tous feront appel à de solides connaissances de base, à des qualités d'adaptation et de réactivité, à des capacités d'innovation et aussi aux qualités humaines que vous aurez su développer et démontrer. Le parcours que vous avez suivi jusqu'ici témoigne que vous possédez un excellent potentiel de performance intellectuelle individuelle. Et vous allez pouvoir continuer à développer et à concrétiser ce potentiel au sein de l'Institut. Mais vous devrez aussi, et ce sera peut-être nouveau pour vous, apprendre à travailler en équipe, avec les contraintes que cela impose et la souplesse que cela suppose, pour rechercher la performance collective. Et cette performance collective, c'est celle qui compte dans un monde de plus en plus complexe. C'est pour vous souvent une nouvelle dimension et elle est essentielle. Il vous faudra aussi apprendre à gérer l'incertitude et l'imperfection, à créer, à proposer, à faire des choix entre plusieurs solutions quand aucune n'est parfaite. Vous pourrez être des ingénieurs de recherche, de conception, de fabrication, de vente ou de maintenance. Vous deviendrez souvent des managers d'équipe, de projets, parfois des chercheurs, des entrepreneurs ou des grands patrons. Mais quelle que soit votre voie, nous vous donnerons ici les clés pour être des créateurs de richesses, qui apportent à la société de nouveaux produits, de nouveaux services et contribuent peut-être modestement,
mais toujours positivement au progrès de l'humanité. Car dans les années et les décennies à venir, c'est vous qui apporterez des réponses aux grands défis technologiques du XXIe siècle. Certains de ces défis sont spécifiques au domaine aérospatial. Le développement des drones aériens, des constellations de satellites, la reprise de l'exploration spatiale, il y a un vrai foisonnement en ce moment de grands sujets. D'autres, comme la maîtrise de l'intelligence artificielle et de son dialogue avec l'homme augmenté, sont transverses, mais vous concerneront tout autant. Je voudrais m'attarder un peu sur le défi du réchauffement climatique et le rôle que les ingénieurs aérospatiaux ont à y jouer. L'espace, le domaine spatial, est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est grâce aux satellites que l'on mesure de façon globale, depuis maintenant plusieurs décennies, l'évolution de la Terre et de son atmosphère, et la contribution du secteur spatial à la lutte contre le réchauffement est perçue très positivement par le grand public. En revanche, le secteur aéronautique est la cible d'attaques parfois virulentes au moment même où il se mobilise concrètement pour réduire son impact sur le climat, comme en témoigne une multitude de projets depuis quelques années. Comment parvenir d'ici 30 ans à un transport aérien sans impact négatif sur le climat? Pour répondre à cette question, il faut d'abord que la société fasse confiance à ses ingénieurs. Et revenir sur le passé devrait nous y aider, puisqu'en un siècle, les ingénieurs aéronautiques ont relevé des défis extraordinaires. Ils ont inventé, puis sécurisé et enfin démocratisé le transport aérien. Qui aurait prédit, il y a seulement 50 ans de cela, qu'il serait non seulement plus rapide et plus confortable, mais aussi plus sûr et moins cher de prendre l'avion que la voiture ou le train dès lors que l'on veut franchir une distance supérieure à 1000 km. L'efficacité énergétique du transport aérien a connu des progrès impressionnants. Avec les derniers avions, comme l'A350, on voyage à 800 km/h en consommant moins de 2,5 litres au 100 par passager. Ça permet, à la part de l'aviation dans l'émission globale de CO2, de rester relativement marginale, de l'ordre du 40e des émissions totales. Mais bien évidemment, cela ne suffit pas. Si on veut que l'aviation reste un modèle de déplacement socialement acceptable et continue d'être utile à la société, il va falloir, après avoir inventé, sécurisé et démocratisé le transport aérien, il va falloir le décarboner. C'est un nouvel enjeu, un défi d'ambition comparable au précédent. Pour le relever, il va falloir inventer de nouveaux avions en jouant sur tous les ressorts de la technologie et de la créativité des ingénieurs. Et donc, en tant que futurs ingénieurs, vous avez devant vous un challenge extraordinaire. Inventer une génération complète de nouveaux appareils décarbonés. Et par là même, une opportunité de changer la donne. Une opportunité d'avoir un impact majeur et positif sur la société de demain. Alors, ce qui est vrai pour le secteur du transport aérien l'est aussi pour les autres domaines. Et l'ambition de votre formation d'ingénieur Isaïe Super-Héros est de vous préparer, vous, futurs ingénieurs et décideurs, à innover pour concevoir et mettre en œuvre les solutions de demain. À le faire en ingénieur capable de prendre en compte de manière rationnelle la complexité toujours croissante du monde qui nous entoure, mais aussi en citoyens conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et pour cela, notre rôle à tous ici, c'est de vous permettre de réussir cette transition, de bâtir le pont entre la maîtrise individuelle de l'abstraction que vous avez démontrée et la confrontation collective au concret et au monde réel, complexe, incertain, qui vous conduira à la plénitude technique et humaine du métier d'ingénieur. Notre ambition, c'est aussi de faire grandir en vous l'esprit pionnier et le potentiel d'innovation inscrit dans l'ADN des ingénieurs aéronautiques et en particulier de ceux de l'Isaïe Super-Héros. Nous mettons pour cela à votre disposition des équipes pédagogiques et des moyens techniques de grande qualité. Vous avez déjà eu l'occasion, au cours de ces premières semaines, de vous approprier ce campus, de rencontrer les femmes et les hommes de l'Institut. Je sais qu'ils ont à cœur de vous offrir le meilleur accueil et de vous accompagner au mieux tout au long de votre parcours. Je tiens d'ailleurs à les en remercier et à souligner combien leur passion pour leur métier et leur capacité d'adaptation ont permis à l'Institut de faire face à la crise Covid en conservant un très haut niveau de qualité de l'enseignement délivré et en accompagnant au mieux tous nos étudiants. Les équipes de l'Institut sont là pour vous former et vous accompagner en donnant le meilleur d'elles-mêmes. Vous vous devez de répondre de même, tant dans votre travail que dans votre comportement quotidien d'hommes et de femmes responsables et acteurs de votre formation. Au fil de vos études, vous rencontrerez aussi des professeurs venant d'autres établissements d'enseignement supérieur, des chercheurs, issus des grands organismes de recherche, des ingénieurs en poste dans l'industrie ou dans différents services de l'État. Sachez que leur rémunération est souvent symbolique quand ils viennent ici,
C'est pour vous qu'ils se mobilisent, pour vous apporter le meilleur de leur savoir, en l'illustrant d'exemples concrets issus de leur propre expérience. Permettez-moi, là aussi, en votre nom et au nom de l'Institut, de les remercier pour leur engagement à votre service. Il est précieux pour vous et pour l'Institut. Je veux enfin saluer aussi l'apport essentiel des permanents et des bénévoles de l'Association des Alumni et de la Fondation Isaïe Super-Héros, qui sont présents au quotidien sur le campus pour aider l'Institut à se développer et vous apporter conseils et soutien. L'Association des Alumni vous accueille dans son réseau dès votre entrée à l'Institut. Tous les anciens élèves, forts de leur parcours professionnel varié, seront toujours heureux de vous faire bénéficier de leur expérience et de vous guider dans vos choix d'orientation tout au long de votre passage à l'Institut, avant que vous ne veniez à votre tour grossir les rangs de la communauté des anciens. Et c'est dans des situations de crise, comme celle que nous avons vécues ces 2 dernières années, que leur soutien est le plus précieux. En 2020, plus de 150 d'entre eux se sont portés volontaires pour jouer le rôle de mentor et conseiller les diplômés de la promo 2020 pour la recherche de leur premier emploi. Et grâce à eux, le taux d'insertion professionnelle de cette promotion a été aussi bon que les années précédentes. Plus récemment, nos alumni se sont également mobilisés via la Fondation pour venir en aide financièrement aux étudiants de l'Institut que la crise avait mis en situation délicate. À l'Isaïe Super-Héros, vous serez en contact permanent avec la recherche pour développer votre goût pour la connaissance, l'initiative et l'innovation. Vous serez aussi incité à élargir votre ouverture sur l'international par l'apprentissage des langues, par la rencontre de centaines d'étudiants de tous les continents qui sont présents sur notre campus et surtout par des séjours à l'étranger. Nous sommes convaincus que c'est une expérience essentielle, le séjour à l'étranger, pour mesurer l'impact des différences culturelles et prendre du recul par rapport à votre milieu d'origine. Et nous ferons tout pour que vous puissiez en bénéficier, même si les suites de la pandémie rendent encore les choses un peu compliquées en la matière. Enfin, au fil de vos années à l'Institut, vous serez en contact croissant avec le monde de l'entreprise. Nous vous aiderons à développer votre sens des responsabilités par une pédagogie interactive, mais aussi à travers les opportunités que vous offre une vie associative dynamique. N'en soyez pas de simples consommateurs, impliquez-vous, engagez-vous et prenez des responsabilités au sein des clubs et des associations étudiantes. Nous vous proposerons enfin de participer activement à la définition de votre cursus de formation que vous allez déterminer en réfléchissant avec nous à votre projet professionnel. Notre objectif est de vous préparer dans les meilleures conditions à aborder votre futur métier en valorisant vos qualités, en élargissant vos compétences et vos expériences. Vous avez pour projet, pour la plupart d'entre vous, d'exercer des fonctions d'ingénieur dans les secteurs de l'aéronautique et de l'espace. C'est un secteur, je vous l'ai déjà dit, qui ne tolère pas l'à peu près et qui n'exige rien de moins que l'excellence de ses meilleurs ingénieurs. Cette excellence, l'Isaïe Super-Héros vous donnera les clés pour l'atteindre, pour peu que vous vous investissiez dans la définition et dans la réalisation de votre cursus. Cette excellence, vous l'atteindrez d'autant mieux et d'autant plus facilement que vous vous passionnerez pour ce que vous faites. C'est là la devise de l'Isaïe Super-Héros et c'est ce que je vous souhaite de réaliser dans les années à venir, l'excellence passionnément. Merci pour votre attention. Je cède maintenant la parole à Hélène qui va procéder à l'appel pour la poursuite de la cérémonie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Bonjour à toutes et à tous. Élèves de première année admis au sein de la formation ingénieur Isaïe Super-Héros, vous formez désormais la promotion Isaïe Super-Héros 2025. Vous êtes 195 élèves, dont 39 jeunes filles. Pour une promotion équilibrée, toutes les filières de recrutement au sein du concours commun Minpon ont été utilisées. Vous êtes ainsi 185 issus du concours et 10 issus de la voie universitaire titulaire d'une licence. Vous allez maintenant recevoir l'insigne de l'Institut des mains de Olivier Lèbre, directeur général, Charles Champion, président du conseil d'administration, Pascal Rigaud, directrice des formations, Émilie Tota, directrice adjointe, et enfin Jean-Louis Marcet, représentant de la présidente de l'association des alumni. J'appelle les élèves de la promotion Isaïe Super-Héros 2025 à s'avancer à l'appel de leur nom. Chaque élève se placera dans l'ordre d'arrivée devant un remettant. Nous commençons l'appel là. Driss Abdenour, Shaima Araoui, Niels Albrecht, Jean Alexandre, Victor Antoine.
Gabriel Hariche, Théodore Audran, Louis Babu, Zadig Balésio et Antoine Barberin. Martin Baudry, Yves Béjache, Ryan Ben Masséoud, Adam Benabou et Constant Bernardin. Romain Bernet, Alexandre Berada Gomez, Antoine Berthollet, Camille Bertrand et Mathéo Bichère. André Birenbach-Lima, Tom Boisse, Safouane Bourras, Tristan Bourdon et Lina Bourrefils. Antonin Brige, Enzo Brossier-Séché, Antoine Campana, Jordan Carico et Yann Coapé. Enzo Secantini, Merlin Champenois, Basile Chaumont, Antoine Chauvin et Quentin Chevaux. Florian Chombeau, Laura Choquet, Octave Clèche, Loukian Claquin et Marie Clorenec. Lilian Cordebar, Sylvain Corvézier, Gabriel Cruchon, Maël Dacher et Aurélien Dallot. Alice Derette, Arthur Derocchini Dufayel, Fabien Delcan, Elliot Desvignes et Thomas Doss. Robin Duluard, Anaïs Duc-Martin, Déborah Dufour, Tom Duquesnoy et Tudual Durand.
Ça traîne là-bas. Louis Durand-Bergin, Félix Duron, Camille Dury, Baptiste Dussolier et Robin Dussault. Émile Haenel, Lisa Escaron, Jules Espinou, Mohamed Amin Ezine et Nils Falcoz. Liam Ferrand, Jules Fleury, Lola Fourgeau, Mathurin Franck et Céline Frisch. Pierre Fromentin, Tiffaine Furic, François Gérard, Marian Giordani et Yann Giraudot. Pierre Giroudière, Mathieu Gonnet, Alexandre Gouzy, Yacine Grenat et Nathan Grimer. Mathieu Groisard, Augustin Grunewald, Alexandre Gedge, Chloé Guenebeau et Côme Guillarme. Jonathan Guillaume, Benoît Accard, Nayel Amada, Thomas Anchin et Ryan Hassan. Florent Hassenforder, Hugo Heitz, Dorian Hennequin, Colin Hervieux-Laborde et Jacques Hong.
Ali Ousenali, Maïlis Ishar, Anatole Janin, Jeanne Jo et Jérémy Jomain. Alexandre Jourba, Artus Jousse, Grégoire Jouve, Pauline Jean et Thomas Karch. Mathilde Kernéis, Essogedi Kobé, Kylian Labastie, Félix Lagarde et Malou Lamy. Chéo Landry, Lucas Lebouquin, Léon Legoïc, Paul Lerin et Antonin Lesec. Lise Le Fauconnier, Léonard Legrand, Oriane Lehmann, Ella Lenon-Fournier et Godefroy Lesbro. Hugo Le Teneur, Arthur Libéral, Pierre Loyer, Alexandre Loisel et Jules Loupi. Antoine Madeleine, Annelise Maganien, Jules Magnin-Fézot, Alexandre Maignan, Grégoire Mallet.
Adrien Mancier, Gabriel Mangan-le-Sauvage, Zoé Marcelet, Julien Marie-Magdeleine et Geoffrey Marty. Rhys Massé, Audrey Morette, Gauthier Meff, Anna Mermet-Bijon et Nicolas Moureau. Thibaut Mufang, Hugo Navarre, Minh Quan Nguyen, Priscille Lélé et Valentin Oncle. Julien Pardo, Laure Parent, Germain Parise, Pauline Parnis et Fanny Perronnet. Amandine Perron, Théo Pichavant-Pérez, Florian Pic, Roxane Ponce et Émilie Poré. Alexandre Poton, Érine Poujon, Thomas Pourret, Éloine Princel et Timéo Pupin. Marie Purel, Hugo Ramilisson, Clément Reynaud, Mohamed Regueg, Hugo Reimeringer.
Victor Renard, Guillaume Régnier, Margot Rivollet, Antoine Robinet et Clément Robinet. Arnaud Roland, Côme Royer de la Bastille, Henrik Salaï Puig, Louis Salard et Lara Salti. Raphaël Saplé-Rolès, François Saulnier, Merlin Savard, William Schneider et Édouard Séché. Antonin Sionneau, Thibaut Sourdeval, Jules Soyer, Pierre Sureau et Raphaël Tinebras. Lev Tokariev, Alexandre Tonon, Thibaut Touzé, Edgar Vance et Émilien Vigier. François Wagner, Thomas Valem, Salaheddine Yatim et Thomas Zenati. C'est à vous. Je pense que vous... Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. On va repositionner. On est bon. Allez,
je lui enlève, ça c'est Olivier. Bien placé. Bien, merci à tous. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Charles Champion, président du conseil d'administration. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de clôturer cette cérémonie de baptême. À mon époque, on ne faisait pas ce genre de cérémonie. Et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'ISAE Super-Héros. Merci d'avoir choisi notre école. Vous ne le regretterez pas. Merci à vos parents, merci à vos proches pour leur soutien passé, présent et à venir. Et je pense que vous pouvez les applaudir. Bon, ils sont nombreux à vous regarder, donc je pense que ça leur fera plaisir. Merci également à celles et ceux qui font la qualité de l'ISAE Super-Héros aujourd'hui et qui vont vous aider à grandir dans les mois à venir. Parce que leur raison d'être, c'est vous. Mais certains ou certaines d'entre vous peuvent se poser la question, avons-nous choisi la bonne orientation à une époque où nous sommes tous confrontés à des défis majeurs? Environnement et climat, équité sociale, avec des questions complexes autour de la croissance, du développement des pays émergents, de l'énergie, de l'utilisation des ressources naturelles, pour ne citer que cela. Et en particulier la question du coût environnemental de la mobilité. À une époque où l'aviation est montrée du doigt pour ses émissions et sa contribution au réchauffement climatique, et où le trafic aérien a été fortement impacté par la pandémie. À une époque où même l'exploration spatiale est parfois remise en question. Eh bien, je reste personnellement convaincu que l'aviation et l'espace font partie de la solution. L'aviation fait partie de la solution car elle connecte les individus, les peuples, elle favorise les échanges, la compréhension des différentes perspectives et des différentes cultures. Après des mois d'échanges à distance, les gens ont besoin de se rencontrer à nouveau, de retrouver leurs amis, leurs familles, leurs contacts professionnels, besoin de satisfaire leur curiosité naturelle qui est le propre de l'homme. Besoin de développer ensemble cette intelligence collective dont nous avons tant besoin. En un mot, besoin de se retrouver. Sur tous les continents, le trafic domestique a repris, souvent au-delà des valeurs de 2019. Les carnets de commandes sont pleins, et même si les longs courriers sont encore à la peine, Airbus a annoncé une montée en cadence de la famille à 320 à 75 avions par mois, bien au-delà des objectifs pré-Covid. Le spatial aussi fait partie de la solution. Par exemple, en identifiant encore mieux l'état de la planète et en permettant une meilleure utilisation de nos ressources, comme le démontre le budget sans précédent décidé par l'Union européenne pour le spatial et le premier vol prochain du premier lanceur Ariane 6. Enfin, l'aéronautique et le spatial contribuent de manière essentielle à notre sécurité et notre défense dans un monde aux menaces multiples, comme nous le rappelle hélas la guerre en Ukraine, aux portes mêmes de l'Union européenne. Mais le message est clair. Nous devons progresser et progresser vite, encore plus vite. Développer les alternatives au kérosène fossile, les plateformes plus électriques, l'hydrogène, neutraliser l'impact carbone de l'aviation, malgré la croissance du trafic mondial, réutiliser les lanceurs et les satellites, continuer à explorer l'espace, la Lune, Mars et au-delà. Développer plus rapidement, exploiter la puissance du digital sous toutes ses formes, la collecte et l'analyse des données, l'intelligence artificielle, intégrer de nouvelles technologies, un univers d'opportunités. À vous de les saisir. Et pour cela, nous allons vous donner des clés pour comprendre, vous enseigner des connaissances et des méthodes pour concevoir, mettre à votre disposition des outils et des moyens pour se développer et tester vos idées. Prenez des risques, car on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Vous allez vivre des années extraordinaires, des années d'ouverture, ouverture à de nouvelles disciplines, mais surtout ouverture aux autres. Par exemple, dans le cadre de projets collectifs, d'associations étudiantes. Et je vous encourage vivement à vous engager également en dehors de l'école. À une époque où les fractures et les positions extrêmes deviennent la norme, profitez de ces années pour élargir vos perspectives afin de devenir les ingénieurs, citoyennes et citoyens qui contribueront à définir et à construire le monde de demain. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans toutes vos entreprises. Merci à vous.
If life is an equation, we are all searching for our unknown variable. At ISO Separo, this unknown variable, the motivation that drives us, is our ambition to shape the world of tomorrow. This drives us to explore, to create, to innovate, all at the heart of the capital of the European aerospace industry. It compels us to master high technology, to use everything that physics has to offer, so we can defy gravity. This mission has made us a world leader in aerospace engineering higher education. Together, we go beyond boundaries. At ISO Separo, we work together to transform excellence into expertise, aspirations into accomplishments, passion into pride. To this end, we rely on the wealth of talents of our staff and students, and on the quality and diversity of our programs. Our drive for excellence, shared with the most successful corporations and with our prominent partners, has an international impact. Because the realm of possibilities is always expanding. Because research and engineering are a collective endeavor. We are heirs to the vision of the industrial pioneers, building on their foundations, molded and inspired by them. The values we share forge who we are and the people we will become. If life is an equation, if searching for our unknown variable means shaping our future, then let us reach for the stars and seize the keys to create the world of tomorrow. Quand on intègre l'ISAE Super-Héros, on l'intègre avec notre histoire, nos inquiétudes, nos espoirs. Et certains d'entre nous remettent en question leur choix d'orientation et professionnel. Les choix technologiques que nous ferons répondront-ils aux enjeux climatiques? Mon travail sera-t-il compatible avec les valeurs que je veux défendre? Le gros avantage, c'est de pouvoir se poser ces questions de manière collective avec les autres étudiants, les enseignants, les chercheurs et le monde professionnel. Une chose est sûre, pouvoir relever le défi de la transition écologique, toutes les énergies seront les bienvenues. Bonjour. Merci, au revoir. Merci, au revoir. L'ISAE Super-Héros, c'est près de 2000 étudiants, dont 800 qui vivent sur site, 600 personnels et plus de 100 enseignants-chercheurs. Pour avancer ensemble, nous avons constitué une équipe dédiée à la mise en place de notre stratégie bas carbone. Nous voulons être exemplaires au quotidien dans l'ensemble de nos activités, en favorisant par exemple des modes de transport plus vertueux, en limitant la consommation énergétique de nos bâtiments. Plus globalement, nous devons prendre en compte l'ensemble des enjeux environnementaux. De la biodiversité à la préservation des ressources, tout peut et doit être questionné. Quelles que soient les raisons qui nous ont amenés à l'ISAE Super-Héros, les questions environnementales nous ont poussés à nous remettre en question et à redéfinir nos attentes, notamment vis-à-vis de notre futur employeur. L'école nous accompagne dans cette quête. Elle nous offre des cours concrets et surtout scientifiquement irréprochables. Face à cette urgence climatique et à l'attente des étudiants, l'Institut a su adopter une attitude résolument positive et proactive. Grâce à cette mobilisation collective, ce sont des ingénieurs motivés pour trouver les bonnes solutions, pas forcément technologiques, qui vont arriver sur le marché du travail, que ce soit dans l'aéronautique, le spatial ou toute autre industrie.
Faire de l'ISAE Super-Héros un acteur engagé dans la durabilité des activités aérospatiales et de haute technologie, c'est tout d'abord dire que oui, une aviation décarbonée, c'est possible. C'est aussi avancer dans deux directions, former les ingénieurs et les cadres à relever ces défis et orienter nos projets de recherche et d'innovation. C'est ainsi que nous avons monté des chaires en partenariat avec plusieurs industriels sur le sujet de la décarbonation. On peut citer le défi Mermoz, qui est un projet d'avion sans pilote, zéro émission directe, l'application CAST qui mesure l'impact de l'aviation sur le climat le long de la trajectoire de décarbonation, ou encore la création de l'ISA, l'Institut interdisciplinaire de recherche pour une aviation durable. C'est comme cela qu'on donnera à nos futurs diplômés les clés pour contribuer au débat public sur la transition énergétique et construire une société durable par une approche scientifique globale. Les défis environnementaux sont à la fois technologiques et sociaux et sont de ce fait d'une complexité redoutable. Chacun d'entre nous est appelé à agir. Et les ingénieurs ont une responsabilité particulière, un rôle particulier à jouer, celui de faire le pont entre la science et la société, celui de mettre la technologie au service du bien commun. À l'ISAE Super-Héros, nous avons mis les enjeux environnementaux au cœur de nos formations et de nos recherches, pour que nos étudiants mènent demain la transition écologique de nos sociétés, et plus spécifiquement celle du secteur aéronautique et spatial. Nos enseignants-chercheurs, nos étudiants et l'ensemble de nos équipes poursuivent le même objectif, construire une société prospère et durable pour le bénéfice de tous. Bien, bonjour. Je n'ai pas de visibilité sur l'audience à distance. On va faire les choses comme on l'a fait pendant la période du Covid, un peu en aveugle. Désolé de ne pas pouvoir vous accueillir sur le campus à l'occasion de ce baptême. Habituellement, on fait ça dans le cadre de notre journée porte ouverte. Et ça vous permet ensuite de découvrir le campus avec vos enfants. Malheureusement, cette année, on a des gros travaux sur le campus qui compliquent pas mal l'accès et qui nous empêche d'avoir accès en particulier à nos espaces les plus vastes. Donc on fait un peu comme en mode dégradé, un peu comme on a pu le faire pendant la période du Covid. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous présenter l'Institut d'une part, et puis ensuite plus spécifiquement le cursus que vont suivre vos enfants, le cursus ingénieur. Donc l'Institut, c'est moi qui vais le faire en tant que directeur général, et ensuite le cursus, c'est Michel Salin qui est responsable du programme ingénieur au sein de l'Institut, professeur, qui va le faire de façon beaucoup plus savante que je ne pourrais le faire. Pour interagir, là aussi les choses ne sont pas complètement simples. La façon pour vous de poser des questions, on essaiera de garder un peu de temps pour répondre à vos questions, c'est de le faire en nous envoyant un mail. On a une personne chez nous qui va suivre ça, faire un peu la synthèse des mails et en fonction de ça, nous proposer des questions à l'issue de la présentation. Donc voilà les modalités d'interaction un peu réduites, un peu frustrantes pour nous et pour vous sans doute, mais bon, l'expérience nous montre qu'on arrive quand même à faire des choses avec ces biais-là. Donc voilà. De mon côté, maintenant quelques mots sur l'Institut l'ISAE Super-Héros, donc qui accueille vos enfants depuis quelques semaines. L'ISAE Super-Héros, c'est une grande école française qui, dans la série des grandes écoles françaises, n'est pas très ancienne, mais qui en revanche, dans son domaine propre, le domaine de l'aéronautique, est très ancienne. L'aéronautique est beaucoup plus récente que effectivement l'industrie des mines ou des routes. Et la création de Super-Héros, ça remonte à 1909. 1909, c'était la traversée de la Manche par Blériot, c'était vraiment le tout début de l'aviation. Il fallait être visionnaire pour créer une institution dédiée à l'ingénierie aéronautique à ce moment-là. Cette vision, le colonel Roche l'a portée, ce qui a fait de Super-Héros la première institution au monde dédiée au sujet, la première à avoir mis en place un programme de formation à l'ingénierie aéronautique. Et donc dès le début, Super-Héros s'est imposé comme le leader mondial de son domaine. Bon, à l'époque c'était simple, il n'y avait pas de concurrence, mais ça a eu comme pour conséquence en particulier que dès les premières promotions, le Super-Héros a attiré des étudiants du monde entier, toute l'Europe, l'Amérique du Sud étaient représentés dès les premières promotions de l'école. Bon, ensuite, l'histoire de l'école s'est développée, d'abord à Paris, c'est à Paris que Super-Héros a été créé. En 1930, l'État français a créé le ministère de l'Air, l'armée de l'air, et a voulu se doter d'une école nationale pour former ses cadres.
Et plutôt que d'en créer une nouvelle, il a nationalisé Supaéro qui avait déjà largement pris cette place. Il y a eu ensuite des épisodes avec la création d'une seconde école qui a été la première à migrer à Toulouse dans les années 60. Les deux écoles ont été finalement à nouveau refusionnées en 2007. Mais ce qui est important en revanche de noter, c'est que dans les années 60, il y a eu une volonté stratégique au niveau du gouvernement français de faire de Toulouse la capitale nationale de l'aéronautique et de l'espace. Et pour concrétiser cette volonté, les écoles effectivement ont déménagé de Paris à Toulouse. Et elles n'ont pas déménagé seules. Aujourd'hui, autour de notre campus, et c'est tout ça a été construit à ce moment-là, nous avons un ensemble d'institutions tout à fait en synergie avec nous. Sous notre campus, nous avons un centre de recherche de l'ONERA. En face, de l'autre côté de la rue, nous avons l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. De l'autre côté d'une autre rue, des laboratoires du CNRS qui travaillent dans le domaine de l'exploration spatiale en particulier. Au bout de l'avenue, le Centre national d'études spatiales, le grand centre technique du CNES. Donc tout ça a un ensemble en fait assez exceptionnel, une concentration exceptionnelle au niveau mondial de cerveaux, de chercheurs et d'étudiants bien sûr, autour de cette thématique de l'ingénierie aéronautique et spatiale qui font du pôle auquel nous sommes intégrés un leader mondial incontestable dans ce domaine-là aussi. Voilà, et donc nous avons développer une nouvelle dimension au niveau de notre institution suite au regroupement de ces deux écoles en 2007. Cela a été fait en particulier pour augmenter notre visibilité internationale. Au niveau français, la position de leader de Supaéro en matière d'aéronautique et d'espace est incontestée depuis sa création. Au niveau international, la compétition est plus rude et depuis que nous avons procédé à ce regroupement, nous avons pu effectivement reprendre une position de leader mondial claire, comme je vous l'indiquerai tout à l'heure. Alors vous voyez ici, oui, je ne l'avais pas tout à l'heure, en bas de la planche, j'espère que c'est visible pour tous sur vos écrans, l'adresse à laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc c'est contact@isae-supaero.fr. Donc n'hésitez pas, si vous avez effectivement des questions au fil de l'exposé, à les poser. De l'autre côté, Magali, je le vois, est derrière son écran pour les collecter et en faire la synthèse à l'issue. Voilà donc quelques éléments d'historique sur l'ISAE Supaéro. Nous avons créé, peut-être eu un point à mentionner avant de passer à la suite, le groupe ISAE il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Ce groupe a vocation à réunir toutes les écoles d'ingénieurs françaises qui sont dédiées au domaine aéronautique et spatial. C'est quelque chose qui est maintenant bien en place et qui nous permet en particulier d'avoir un dialogue très fructueux avec l'ensemble des industriels du domaine, puisque nous formons au sein de ce groupe plus de la moitié des jeunes diplômés, des jeunes ingénieurs diplômés embauchés par l'ensemble du secteur chaque année. Au fil de cette histoire, donc un peu plus d'un siècle d'histoire, l'ISAE Supaéro et ses prédécesseurs ont formé plus de 20 000 ingénieurs qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'aéronautique et de l'espace français, européen et mondial, et pas uniquement de l'aéronautique et de l'espace, puisque certains ont aussi rayonné dans d'autres domaines. Et ce qui participe beaucoup à notre rayonnement, bien sûr, c'est le rôle qu'ils ont joué et la stature que beaucoup d'entre eux ont pris dans cette histoire. Donc on distingue là sur cette planche 3 types d'anciens, les ingénieurs qui ont fait un travail de nature technique tout à fait remarquable. Ça va d'Henri Coanda qui a fait le premier avion à réaction en 1912, jusqu'à effectivement tous les ingénieurs qui sont derrière les grands programmes aéronautiques spatiaux français. Quels que soient ces programmes, on trouve toujours des ingénieurs de l'ISAE Supaéro derrière, mais on trouve aussi par exemple des gens comme André Lefebvre qui ont été des acteurs principaux de l'automobile française avec le design de la traction avant de la 2 chevaux de la DS par exemple. Des grands patrons ensuite dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace, le plus fameux est sans doute Marcel Dassault, mais on a également ceux qui ont créé Airbus ou la filière spatiale française, et donc c'est toujours d'actualité puisque le PDG actuel d'Airbus, Guillaume Faury, est un de nos anciens. Et puis ensuite, et c'est ça qui est souvent le plus connu et le plus attractif pour nos étudiants, des pilotes d'essai et des astronautes, et en ce moment c'est en particulier Thomas Pesquet, qui fait beaucoup pour faire rayonner notre institut auprès des jeunes. Nous espérons bien qu'il sera bientôt rejoint dans la troupe des astronautes par d'autres Supaéro. Vous savez peut-être qu'il y a en ce moment même une sélection en cours, dont on espère les conclusions d'ici la fin de l'année. Les fondamentaux, maintenant j'en viens à ce qui nous mobilise, ce que nous cherchons à faire au niveau de l'ISAE Supaéro. Nous sommes un établissement public sous tutelle du ministère des Armées, et donc nous avons une vocation de service public, et cette vocation, notre raison d'être est formulée
comme ce qui figure sur cette planche. Notre raison d'être, c'est de former autour des enjeux aérospatiaux des ingénieurs de haut niveau scientifique, humanistes, innovants et capables de maîtriser la complexité des défis du monde de demain. Donc c'est ce que nous attachons à faire avec vos enfants en particulier. Et cela, nous le faisons avec un objectif spécifique. Nous ne formons pas n'importe quel type d'ingénieurs. Nous formons des ingénieurs qui seront capables de maintenir à la pointe mondiale l'industrie et la recherche aéronautique et spatiale européenne et contribuer ainsi à la souveraineté et à la prospérité nationale et européenne ainsi qu'au progrès de l'humanité. Ce qu'on cherche à faire effectivement ici, c'est de faire des ingénieurs qui donneront un avantage compétitif à notre industrie. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis 1909. Vous l'avez en tête, aujourd'hui, l'industrie aéronautique et spatiale en France se distingue par son excellence, le fait qu'elle est leader mondial sur son créneau. Et malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'autres industries qui puissent en dire de même aujourd'hui en France. Si on y est arrivé, c'est parce qu'elle a pu bénéficier en grande partie d'ingénieurs d'excellente qualité qui ont su concevoir et produire les avions, les lanceurs, les satellites qui sont à la pointe de leur domaine et qui sont aujourd'hui au cœur du succès de cette industrie. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que ce qui a été vrai dans les décennies passées continue à l'être dans les décennies à venir. Et je dois vous dire qu'au sein du domaine, les industriels de l'aéronautique sont très conscients de l'importance du rôle que nous jouons en la matière. Alors pour faire cela, nous avons développé une vision sur la façon dont nous cherchons à le réaliser. Donc ce qui est également sur cette planche en une phrase assez compacte, la richesse des talents, ce qui veut dire que nous sommes très sélectifs à l'entrée, qu'il s'agisse d'ailleurs des étudiants que nous admettons, mais aussi des professeurs et d'une façon générale de l'ensemble des équipes de l'Institut. L'exigence et la diversité des parcours. L'exigence, vos enfants en sont sans doute conscients. Le programme que nous proposons ici est un programme qui va demander plus de travail que ce qu'ils auraient pu faire dans beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs. J'en reviendrai ensuite sur le pourquoi. La diversité des parcours, nous offrons vraiment d'abord de très nombreux cursus et ensuite au sein même des cursus, en particulier du cursus d'ingénieur, et ça Michel y reviendra, de très nombreuses options. C'est vraiment un parcours à la carte et il faudra que vos enfants fassent des choix pour se diriger dans ces parcours. L'engagement et la passion, ça c'est ce que nous essayons de développer, bien sûr, parce que quand on est engagé et passionné par ce qu'on fait, tout devient plus facile. Tout cela donc pour faire de nos jeunes ingénieurs des innovateurs capables de maîtriser la complexité du monde d'aujourd'hui et de demain, ce qui n'est pas un petit challenge. Voilà donc la promesse que nous faisons à nos jeunes, à nos étudiants, c'est que nous leur donnons les clés pour inventer le monde de demain en nous appuyant sur l'expérience et la légitimité que nous avons acquise depuis 1909 dans le domaine aéronautique et spatial. Et ça, on le synthétise en deux mots, l'excellence passionnément. L'excellence, pourquoi l'excellence? Bien parce que le domaine que nous servons, l'aéronautique et l'espace, est particulièrement exigeant en matière d'excellence technique. Il n'y a pas de compromis possible quand on se bat au quotidien contre la gravitation universelle. La moindre erreur se paye très 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 cher. Et donc il y a une exigence très forte chez les employeurs du domaine en matière d'excellence technique. Et c'est ça que nous essayons de transmettre à nos étudiants et de les hisser au niveau auquel ils sont attendus. Et la passion, parce que comme je l'ai déjà indiqué, c'est la meilleure façon d'atteindre l'excellence que d'être passionné par ce qu'on fait. Et on a la chance ici de leur proposer de travailler sur des objets qui engendrent assez naturellement cette passion. Voilà donc ce que nous cherchons à faire au niveau de l'Institut. Maintenant, quelques mots sur ce que nous sommes aujourd'hui, donc les moyens dont nous disposons pour le faire. Donc en matière de formation, nous avons trois activités principales, la formation, la recherche et l'innovation. La formation est notre activité historique depuis 1909 et en matière de formation, je vous le disais tout à l'heure, nous étions à notre création leader mondial, nous le sommes toujours aujourd'hui sur des critères objectifs, sur l'employabilité de nos diplômés et ça c'est lié au fait que par rapport à nos compétiteurs internationaux qui sont dans des grandes universités anglo-saxonnes ou germaniques essentiellement, nous avons développé davantage que une relation avec le monde industriel qui nous permet de faire en sorte que nos diplômés soient plus facilement employables dans ce monde-là. De leur côté, ils ont un focus très fort sur la recherche. Nous avons nous aussi ce focus très fort. Tous nos enseignants sont également chercheurs. Mais nous avons en plus, et c'est un héritage de l'ensemble des écoles d'ingénieurs français, ce lien très fort avec l'industrie qui nous différencie et qui est d'ailleurs très apprécié par les étudiants internationaux qui nous rejoignent. Donc premier critère sur lequel nous sommes leaders. Le second, c'est la richesse de notre formation. Il y a plus d'une trentaine de programmes de formation sur ce domaine particulier de l'ingénierie aérospatiale dans notre établissement. Et le flux de diplômés aussi, puisque nous diplômons près de 800 personnes par an sur nos différents cursus. Et donc le paradoxe un peu, c'est que par rapport à nos concurrents, qui sont les départements Aerospace Engineering de grandes universités comme Stanford, MIT, Georgia Tech aux États-Unis, ou
la Technische Universität de Munich ou de Delft. En tant qu'institution, nous sommes beaucoup plus petits que ces grands établissements, mais en revanche, sur notre créneau spécifique, l'ingénierie aérospatiale, c'est nous qui sommes les plus gros. Aux États-Unis, le plus gros de ceux que j'ai cités, c'est Georgia Tech. En termes de flux de master, ils sont 2 fois plus petits que nous. Donc on est dans cette situation originale, gros sur notre domaine, mais petit en tant qu'institut par rapport à nos concurrents. Et donc sur notre domaine, nous avons plusieurs cursus. Le cursus ingénieur ISAE Supaéro, celui de vos enfants, le cursus historique, qui est la base sur laquelle le reste s'est construit, qui est toujours donc très bien placé dans la hiérarchie des écoles d'ingénieurs françaises. Nous sommes numéro 5. Ça se mesure de façon objective quand on prend les rangs au concours des étudiants qui nous rejoignent. Donc devant nous, nous avons l'école polytechnique, Centrale Supélec, les mines et les ponts, et derrière nous, Télécom, l'ENSTA, Centrale Lyon. C'est quelque chose qui évolue assez peu. Ça fait longtemps maintenant que nous sommes numéro 5, même si nous espérons toujours grignoter une place dans les années à venir. Nous sommes également, c'est important à noter, première école d'application de l'école polytechnique. Vous savez peut-être que les élèves polytechniciens doivent finir leur cursus dans une autre école que l'école polytechnique. Et le plus gros contingent, en fait, se retrouve chez nous. Nous accueillons entre 30 et 40 élèves polytechniciens dans notre cursus chaque année. Donc ce sont des élèves avec qui vos enfants seront en contact donc, dans leur dernière année ici à l'école. Après, il y a d'autres cursus, ingénieurs par apprentissage, et puis des cursus en anglais. Nous avons beaucoup développé notre ouverture internationale. Aujourd'hui, dans notre recrutement annuel, nous avons 40% d'étudiants internationaux qui viennent du monde entier. C'est la petite carte du monde que vous avez en bas à droite. Nous avons vraiment une reconnaissance et une attractivité mondiale. Et puis également un nombre important de doctorants qui sont sur le campus pour la plupart d'entre eux, et donc au contact également avec les étudiants des autres cursus qui sont d'ailleurs sollicités pour venir enseigner également dans les autres cursus. Si on regarde maintenant un sujet qui vous intéresse certainement, les perspectives d'insertion professionnelle de nos étudiants ingénieurs, on a connu une crise majeure de l'aéronautique il y a encore tout juste 2 ans de cela, en 2020. Les choses vont beaucoup mieux depuis l'année dernière déjà, mais déjà je peux vous faire passer un message important, c'est que même au cœur de la crise, même en 2020, les élèves ingénieurs, jeunes diplômés du cursus ISAE Supaéro, n'ont pas eu de difficulté à trouver chaussures à leurs pieds. Simplement, il a fallu qu'ils aillent chercher ailleurs que dans l'aéronautique civile, qui avait effectivement très fortement réduit ses embauches, mais ils n'ont pas eu de difficulté à trouver dans les autres domaines où leurs compétences sont recherchées. Depuis 2021, on est déjà revenu à une situation tout à fait standard, avec une part de l'aéronautique qui est remontée. Et donc vous avez ici la répartition. Vous voyez que les compétences qui sont développées ici peuvent se vendre dans de très nombreux secteurs. On voit poindre d'ailleurs, c'est assez récent, le secteur environnement, dont on parle depuis longtemps, mais qui n'était pas vraiment visible dans les statistiques d'insertion jusqu'à l'année dernière. Et dans des domaines également variés, donc évidemment beaucoup de recherche et développement, mais également d'autres métiers sont envisageables dès le début de carrière pour les étudiants de l'Institut. Ce qui nous intéresse aussi sans doute, c'est où travaillent-ils, combien de temps leur faut-il pour trouver un boulot. Donc plus des 3/4 avaient trouvé un job avant l'obtention du diplôme, les autres dans les quelques mois qui suivent. Les lieux de travail, on voit qu'on a 1/3 en Ile-de-France, en région parisienne, la moitié en province, en grande partie dans la région toulousaine, mais pas que, l'industrie aéronautique et spatiale est assez répartie sur le territoire. Et 12% à l'étranger, c'est un chiffre très bas en 2021 pour l'étranger. D'habitude, on tourne plutôt aux alentours de 20%. C'était lié au fait que le marché français était à nouveau très porteur et qu'il était donc facile de trouver sans chercher forcément à l'étranger. La taille des entreprises, alors c'est quelque chose qui a pas mal évolué depuis une dizaine d'années. Il y a 10 ans, il y avait une large majorité de nos diplômés qui partaient dans les grandes entreprises. C'est moins vrai aujourd'hui, vous le voyez, il n'était que 46% à rentrer dans une grande entreprise de plus de 5000 salariés. Il y a un phénomène start-up qui est sensible, mais ça dépasse largement les start-up, avec effectivement une volonté d'être dans des structures de plus petite taille. Et en matière de salaire, donc vous le voyez, des salaires tout à fait honorables, avec une distinction quand même assez sensible, selon qu'on est en région parisienne ou en province, on a effectivement des moyennes qui sont différentes. Voilà, donc en tout cas, s'il y a un message à retenir, c'est qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour l'insertion professionnelle quand on sort avec le diplôme de l'ISAE Supaéro. Quelques mots maintenant sur nos autres activités. Après la formation, la recherche, donc depuis les années 70, depuis l'installation à Toulouse, l'ISAE Supaéro a développé une activité de recherche. Elle a d'ailleurs été une des premières écoles d'ingénieurs
à délivrer le diplôme de doctorat. Et donc c'est une activité qui continue à se développer, comme vous le voyez, de façon très significative ces dernières années. En fait, on s'appuie sur deux choses. Nous avons nos propres laboratoires de recherche qui sont assez jeunes, et c'est eux dont on voit l'activité croître très vite sur les graphiques de cette planche. Et puis le centre de recherche de l'ONERA qui est implanté depuis 1968 sur notre campus, avec qui nous travaillons de façon très intégrée depuis notre installation à Toulouse. Cette recherche, elle se fait dans des cadres de collaboration avec d'autres institutions, donc nos voisins immédiats, l'ONERA que je viens de mentionner, l'ENAC, avec qui nous travaillons de façon également de plus en plus intégrée, dans des structures également comme ANITI, qui est donc un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. L'État français en a créé 4 en France, dans les pôles les plus avancés en la matière. L'un d'entre eux est à Toulouse. Nous sommes partie prenante, acteurs de ce pôle, où l'Institut Clément Ader, donc une unité mixte de recherche avec les universitaires et le CNRS dans le domaine de la mécanique du solide. Donc, ceci pour dire que nous sommes bien intégrés dans le tissu académique toulousain en particulier. Et puis le troisième pilier, c'est l'innovation. C'est quelque chose qui se structure de façon plus récente. Il y a maintenant 6 ans que nous avons un axe dédié, un pilier de notre activité clairement défini autour de cette thématique-là. Mais c'est quelque chose qui s'appuie sur des racines beaucoup plus anciennes. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est intégré dans tous les cursus. Dans nos cursus, on sensibilisera, on formera et on permettra à ceux de nos étudiants qui veulent développer en particulier cette capacité de le faire en les accompagnant tout au long du chemin, y compris jusqu'à la création d'entreprise s'ils le souhaitent. Et on a déjà un certain nombre de cas qui montrent que le dispositif fonctionne bien. On est également très fiers de pouvoir dire que le créateur de la première licorne industrielle française, donc une licorne, vous le savez sans doute, c'est une start-up qui, au bout de quelques années seulement, est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Et industrielle, en revanche, c'est là pour le coup une start-up qui produit des choses physiques, pas justement du logiciel, pas seulement du logiciel ou du service. Ben, la première licorne industrielle française, elle est pas très vieille, elle est devenue licorne au début de cette année, et donc elle a été créée par un super-héros qui était au club robotique de super-héros il y a quelques années, et qui a donc créé une start-up dans le domaine de la robotique logistique. Donc une très belle aventure qui se développe très bien en ce moment. Voilà, puis nous avons des spin-offs de nos laboratoires et donc des choses portées par nos étudiants. Donc si vos enfants sont attirés par cette aventure-là, ils pourront tout à fait la développer ici. Nous avons aussi développé un lieu, l'InnoSpace, où on trouve Fab Lab, Design Lab, accueil de start-up, tout ça au même endroit pour vraiment faciliter ce type de projet. Voilà, le réseau académique, j'en ai parlé un peu déjà, donc partenaire de l'école polytechnique depuis fort longtemps, fédérateur des écoles d'ingénierie françaises dans le domaine aérospatial avec le groupe ISAE, acteur de la dynamique toulousaine, et puis quelque chose qui va vous intéresser aussi, partenaire de 100 universités dans le monde. Donc on a développé tout un réseau de partenariats internationaux avec plusieurs objectifs. Un des premiers objectifs, c'est de permettre aux étudiants du cursus ingénieur d'aller facilement trouver des possibilités de séjour à l'étranger dans ces universités. Et donc ce réseau est très large et ça ouvre vraiment énormément de choix à nos étudiants. C'est pas pour autant que c'est là qu'ils vont le plus. Aujourd'hui, en majorité, ils vont plutôt dans des stages en entreprise, mais en tout cas, il y a ce dispositif qui existe et qui peut tout à fait servir à ça. Et puis, bien évidemment, pour nous aussi, ce sont des partenariats qui nous permettent de recruter des étudiants étrangers et de développer des coopérations de recherche également. Donc là aussi, vous voyez, le monde entier est assez bien couvert. Voilà, quelques mots pour finir sur les ressources que nous mettons en œuvre pour développer ces activités. Donc aujourd'hui, notre établissement est, comme je disais, un établissement public qui dispose d'une large autonomie sous tutelle du ministère des Armées. En matière de recherche, nous comptons plus de 300 chercheurs dans nos équipes, sans compter le centre de l'ONERA, qui est de dimension similaire. Donc en fait, sur le campus, la somme est plutôt autour de 600 chercheurs sur le campus. En matière d'enseignement, nous avons 110 enseignants-chercheurs et ingénieurs-chercheurs permanents, 10 enseignants non-chercheurs dans des domaines qui ne sont pas nos domaines de spécialité, comme les langues ou le management. Et donc c'est un ratio entre le nombre d'enseignants-chercheurs et d'étudiants qui est dans la moyenne des écoles d'ingénieurs françaises. Les écoles des mines en ont un peu plus, les écoles centrales en ont un peu moins, on est dans la moyenne. En revanche, ce qui nous distingue, c'est qu'on a un nombre de vacataires qui, pour le coup, est très important. On a vraiment un réseau très très large d'intervenants extérieurs qui sont mobilisés par nos enseignants-chercheurs pour venir apporter leur expertise très pointue sur leur domaine de spécialité et donc permettre à nos étudiants d'être au contact de ces expertises très pointues.
Ces vacataires, ils sont pour moitié issus du monde de l'industrie, pour moitié du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ils assurent en fait près des 2/3 des heures de face-à-face pédagogique avec nos étudiants. Donc ils jouent un rôle très important. C'est aussi un des facteurs qui permettent à nos étudiants de rentrer rapidement en contact avec le monde industriel, puisque le monde industriel est bien présent dans nos amphis et dans nos salles de cours par ce biais-là. Au total, près de 600 employés, un budget de 65 millions d'euros par an. Donc, c'est petit par rapport à des grands concurrents, des grandes universités pluridisciplinaires internationales. Mais sur le secteur spécifique qui est le nôtre, nous n'avons absolument pas à rougir des ressources que nous mettons en œuvre, qu'il s'agisse des équipes ou qu'il s'agisse des moyens également qui sont mis à disposition sur le campus. Et puis, des points importants aussi, nous nous appuyons sur des partenaires naturels que sont l'association des anciens, Isaero Super NCK Alumni, donc un réseau de plus de 20 000 diplômés qui est structuré depuis fort longtemps et avec qui nous sommes en relation permanente, et la fondation Isae Super qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec une antenne aux États-Unis, Friends of Isae. Donc les alumni, leur vocation, c'est de structurer le réseau des alumni en proposant un certain nombre de services. La fondation, sa vocation, c'est de nous aider, d'aider l'Institut, de l'aider financièrement en particulier, à développer ses activités en levant des fonds auprès des entreprises, auprès des particuliers, donc les alumni bien sûr, mais aussi vous serez sans doute sollicité dans les mois qui viennent en tant que parents d'élèves. Et il faut bien dire que les montants récoltés par la fondation sont aujourd'hui loin d'être négligeables. Pour ce qui concerne l'Institut, c'est plus de 2 millions d'euros par an que nous percevons grâce à la fondation, et ça nous permet vraiment de faire la différence sur beaucoup de sujets par rapport à d'autres institutions qui ne bénéficient pas de ce genre de soutien. Notre modèle économique, j'insiste un peu là-dessus, vous voyez ici sur ce graphique comment a évolué notre budget depuis une quinzaine d'années. En bleu foncé, c'est la subvention qui nous est servie par le ministère des Armées. En bleu clair au milieu, c'est les subventions d'investissement spécifiques pour des projets qui nous viennent également du ministère des Armées. Et puis au-dessus, le bleu plus clair, c'est les ressources que nous trouvons nous-mêmes par ailleurs. Et ce qu'on voit bien, c'est que notre activité se développe régulièrement. Notre budget est sur une trajectoire croissante année après année. Ça correspond à l'augmentation de la taille de nos promotions, de nos activités de recherche. Mais en revanche, la subvention de base du ministère, elle est globalement plate depuis maintenant une dizaine d'années, et c'est prévu pour rester comme ça dans les années à venir. Et donc nous avons effectivement dû développer considérablement nos autres ressources depuis une dizaine d'années, ce qui se traduit par des frais de scolarité, beaucoup d'entre vous en sont conscients, mais aussi le développement de nos contrats de recherche, du mécénat dont je parlais avec la Fondation, et puis la pêche aux subventions qu'on peut faire auprès des différents acteurs qui s'intéressent au domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour revenir sur les frais de scolarité, donc aujourd'hui nos frais de scolarité au niveau du cursus ingénieur, donc vous l'avez sans doute en tête pour beaucoup d'entre vous, sont de 2 800 € pour les étudiants européens, un peu moins de 5 000 € pour les non-européens. Nous sommes gratuits pour tous les étudiants boursiers. Les critères de bourse sont les mêmes qu'aux universités et nous servons les mêmes niveaux de bourse qu'à l'université. Donc pour les boursiers, il n'y a aucune différence en termes de coût entre un cursus à l'université et un cursus chez nous. En revanche, effectivement, pour les autres, il y a cette petite différence avec donc des tarifs qui sont ceux que je viens de rappeler. Et il faut avoir en tête que ça se compare au coût des études, où en fait le coût d'une année d'études d'ingénieur est de l'ordre de 15 000 €. Alors ça dépend un peu des options qui sont choisies, mais on est entre 15 et 20 000 € en fonction des cursus considérés dans notre offre de formation. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui on est dans une logique où on est très loin de faire payer l'intégralité du coût de la formation à nos étudiants. C'est dans la logique d'établissement public qui est la nôtre, même si pour des raisons d'équilibre financier nous sommes obligés de facturer maintenant certains frais de scolarité. Ça reste encore très partiel par rapport au coût réel des études. Et donc ces moyens économiques, ils nous sont nécessaires pour accompagner le développement de l'Institut. Je parlais tout à l'heure d'innovation, il a fallu créer un lieu dédié à l'innovation. Nous venons d'inaugurer un Learning Center, l'Aérotech Marie-Marvin, qui est un lieu, donc une bibliothèque avec beaucoup de fonctions additionnelles qui permettent aux étudiants de travailler très efficacement. Un beau lieu qui vraiment apporte un plus en matière de service à nos étudiants et qui également nous positionne en comparaison de nos concurrents internationaux au meilleur niveau. Et puis bien sûr, nos laboratoires sont en permanence en demande de nouveaux moyens techniques, qu'il s'agisse d'avions d'expérimentation, de calculateurs, de machines diverses et variées. Tout ça, ça demande effectivement
des flux financiers significatifs, et c'est pourquoi nous sommes en permanence à la recherche de moyens auprès de tous les contributeurs potentiels pour développer l'Institut. Voilà, un petit mot peut-être maintenant sur le développement durable. Le développement durable, c'est un sujet majeur pour l'Institut. Vous l'avez en tête, je le rappelais tout à l'heure à nos étudiants, le secteur de l'aéronautique en particulier est à la cible de beaucoup d'attaques en la matière. Il constitue un bouc émissaire un peu facile, alors qu'il ne constitue que 2%, 2,5% des émissions. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on s'y attaque. Ce ne sera pas forcément très facile, c'est pas le secteur le plus facile à décarboner. Mais notre rôle en tant qu'école d'ingénieurs, il est clair, c'est de former les ingénieurs qui réaliseront cette décarbonation. C'est possible, on sait techniquement, il y a des pistes pour le faire. Ça prendra du temps et beaucoup d'argent. Il ne faut pas se tromper dans les choix qui vont être faits. Et donc nous avons un rôle à jouer en la matière, en formant les jeunes qui seront à la manœuvre, et également au niveau de notre recherche, en informant les débats qui se déroulent maintenant, pour que ces débats se déroulent dans de bonnes conditions et que les décisions qui seront prises soient effectivement les bonnes. Donc on a pris un engagement très fort en la matière il y a maintenant 2 ans de cela. C'est quelque chose qui irrigue toutes les activités de l'Institut. Et on a un certain nombre de projets emblématiques qui montrent bien que cet engagement, ce n'est pas juste un engagement, il y a des choses concrètes qui se passent derrière. En particulier, certains d'entre vous ont peut-être connaissance de ce qu'on appelle le référentiel aviation climat. Donc c'est un document de 200 pages qu'on a sorti il y a 1 an, qui fait la synthèse des connaissances scientifiques sur l'impact de l'aviation sur le climat et sur les pistes d'évolution de cet impact, et qui aujourd'hui, donc, on l'a fait d'abord pour nos étudiants, c'est la base de ce qu'on leur enseigne ici, mais c'est également quelque chose qui a été mis à disposition du public. On avait plus de 10 000 téléchargements, et c'est effectivement un document qui informe le débat public en France en particulier sur ces sujets-là. Mais nous avons d'autres projets, comme des projets de drones à hydrogène, des projets d'instituts transdisciplinaires où on aborde le sujet dans toute sa complexité, pas seulement technique mais aussi économique, juridique, et puis des choses plus concrètes également sur le terrain, comme la rénovation énergétique des bâtiments du campus qui est en cours et qui devrait faire de notre campus un campus particulièrement vertueux dès le mois de janvier prochain. Voilà ce que je voulais dire de mon côté donc sur l'Institut, avant de passer la parole à Michel Salin qui va vous parler lui plus spécifiquement du programme ingénieur. Bonsoir à tous et à toutes. Donc j'essaie de vous présenter brièvement quelques éléments de ce qui va attendre vos enfants dans les années qui viennent, qui devraient les occuper passablement le jour, la nuit et le reste du temps d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de notre formation d'abord de façon générique? C'est que c'est une formation généraliste. Généraliste parce que le domaine aéronautique et spatial est par essence généraliste. On ne peut pas dire qu'on va faire voler un avion sans parler de mécanique des fluides, sans parler de calcul de structure, sans parler de transfert d'informations, d'informatique, etc. Donc l'objet sur lequel on travaille est par essence généraliste, et donc la culture que les élèves vont avoir va être généraliste aussi. Et ça veut dire qu'il va y avoir des formations sur tous les domaines scientifiques classiques. Alors je ne vais pas vous faire la liste, elle est affichée à l'écran ici. Mais on retrouve, je dirais, de façon découpée, les matières principales qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils étaient en classe préparatoire pour la plupart d'entre eux. Alors, la différence peut-être qu'il y a entre ce qu'ils ont fait en classe préparatoire et maintenant, en caricaturant un peu, mais pas tant que ça, je crois, c'est que en classe prépa, ils ont fait leur gamme, ils ont appris le solfège, et puis maintenant, il va falloir travailler avec ça. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils vont pouvoir commencer à créer des choses, à pouvoir faire vraiment des choses et à apprendre aussi que les équations, elles servent à quelque chose, qu'elles représentent quelque chose et qu'il faut résoudre des problèmes et des problèmes concrets. Et pas simplement dire « ah oui, peut-être que… » voilà. Donc ça, c'est le tronc commun scientifique qui est un élément important de la scolarité des élèves qu'ils ont actuellement en première année, qu'ils auront en début de deuxième année. Ces matières importantes, ils vont les retrouver aussi en troisième année à travers ce qu'on appelle les filières d'expertise. C'est-à-dire qu'en général, en troisième année, ils commencent à s'orienter ou à souhaiter s'orienter dans un domaine particulier. Ils vont chercher des stages, leur stage de fin d'études, qui est parfois, je dirais, leur premier métier ou leur première embauche. Et du coup, souvent, c'est en lien avec une matière fondamentale. Donc on retrouve, je dirais, dans les deux colonnes, à droite et à gauche, un peu les mêmes matières, peut-être pas tout à fait dans le même ordre, mais c'est les mêmes thématiques qu'on retrouve, mécanique des fluides, mécanique des structures, physique autour des sciences de la Terre ou de l'univers, etc., etc. Ensuite, il n'y a pas que les sciences. On demande maintenant à un ingénieur d'être plus que ça. Donc il va y avoir des enseignements des langues. Chez nous, il y a 2 langues obligatoires, l'anglais en première langue, mais aussi plein de langues possibles, y compris la possibilité de commencer une nouvelle langue.
Vivante 2, et voire même d'en faire une troisième pour ceux qui le souhaitent. Il y a le sport est obligatoire, même s'il y a des équipements sportifs en libre accès pour les élèves. On leur demande de suivre des cours de sport. Ils ont aussi des enseignements autour de l'agriculture. Alors, agriculture à prendre un sens très très large, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des aspects effectivement réellement culturels, mais aussi des aspects plus réflexion sur le métier de l'ingénieur, leur futur, etc. On a parlé tout à l'heure de développement durable. Eh bien, il y a un cours de développement durable qui a été introduit en 2e année de la formation super-héros. Il y a des cours d'économie d'entreprise, entrepreneuriat. Il y a différents projets qui vont être proposés dans le cadre de la scolarité. Alors, des projets en première année, 2e année, 3e année, donc sur des thématiques un petit peu différentes. Je dirais en première année, on est plus autour de l'innovation, faire un projet un petit peu personnel aussi. C'est découvrir un petit peu le travail en équipe et des choses de ce genre-là. Ensuite, en 2e année, le projet est plutôt orienté sur la recherche, c'est-à-dire découvrir le monde de la recherche. Tout à l'heure, on a dit que les enseignants ici sont des enseignants-chercheurs. Effectivement, ils changent de domaine également, c'est-à-dire que jusqu'à présent, essentiellement en classe préparatoire, les professeurs qu'ils avaient étaient, je dirais, essentiellement des enseignants professionnels. Ils ne faisaient que ça. Et ils n'étaient pas confrontés au monde de la recherche à travers des laboratoires ou autres. Et donc là, ils ont la possibilité, à travers le campus, justement, et je les invite fortement à en profiter, à visiter les laboratoires de recherche, à voir ce qu'il est possible de faire, à découvrir des nouveaux domaines. Et puis peut-être, pour ceux d'entre eux qui sont vraiment très motivés, faire une thèse, pourquoi pas, c'est aussi un truc intéressant. Ça donne une autre compétence. Au niveau international, ça peut avoir du sens également. Par exemple, l'archétype, c'est l'Allemagne, où les gens qui sont docteurs mettent ça sur leur carte de visite. Enfin, je veux dire, le docteur-ingénieur, c'est pas l'ingénieur de base. Et donc, ça peut être extrêmement valorisé au niveau international. Et puis, en dernière année, il y a le projet plutôt orienté autour de l'entreprise. Il est souvent proposé par des entreprises extérieures à l'école. Enfin, on a parlé aussi de personnalisation du cursus. Donc, il y avait effectivement le tronc commun. Donc, ça représente, je dirais, une année de la scolarité sur les 3 ans d'école. Et puis, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est de l'électif. C'est les possibilités de faire des cours. Alors, je dirais, ces possibilités, c'est de plusieurs ordres. Ça peut être la curiosité, le fun, je dirais même. Il y a un cours qui marche très très bien autour de la planétologie, des exoplanètes. On peut penser que peu d'étudiants super-héros travailleront dans ce domaine plus tard. Mais ça leur plaît énormément d'ailleurs. Et c'est un cours qui marche très très bien. Il y a des cours autour de la bio-ingénierie également. Parce que travailler, avoir une formation très généraliste autour des sciences, ça peut conduire par exemple vers la biomécanique, vers les prothèses, donc des aspects biologiques. Ça peut être intéressant aussi. Puis il y a des cours plus classiques autour de la physique, des approfondissements de cours qui existent en maths, en informatique ou autre. Ça, c'est pour ceux qui ont envie de creuser un peu le sillon dans un domaine donné. En 3e année, ils ont aussi ce qu'on appelle un domaine d'application. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des filières. La filière, c'est plutôt disciplinaire. C'est je suis en train de me spécialiser dans un domaine donné. Le domaine d'application, c'est plutôt le perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est une formation générale. Alors je dirais, on trouve les grands thèmes de l'école, les aéronefs, l'aérospatial, enfin l'aéronautique et le spatial. Et puis après, il peut y avoir des domaines un peu différents. C'est l'énergie, transport, environnement, les systèmes autonomes, ce qui peut être missiles, drones, etc. Puis 2 domaines un petit peu particuliers qui sont l'un autour des mathématiques appliquées. Mais les mathématiques appliquées, c'est finalement quelque chose qui irrigue un petit peu toutes les filières parce qu'il y a le mot application qui est aussi important que le mot mathématique. C'est-à-dire que ce n'est pas des maths pour les maths, c'est des maths en vue d'application. Et puis neuroergonomie qui sait trouver une place depuis quelques années et qui intéresse là aussi un certain nombre d'étudiants autour de l'intelligence artificielle et de l'interface homme-machine. En plus de tout ça, les étudiants peuvent aussi rajouter des choses, c'est-à-dire qu'ils peuvent, pour ceux qui s'intéressent à la recherche, faire un master recherche en parallèle de leur 3e année. Donc là aussi, je ne vais pas vous lire la liste qui est là, mais on retrouve les domaines fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, entre maths, physique, informatique, etc. Il y a possibilité aussi de rajouter quelque chose à son diplôme, c'est les certificats. Donc il y a plusieurs certificats qui sont proposés par l'école, donc qui sont faits juste après les cours de 3e année, donc en mars-avril essentiellement. Donc autour de l'ingénierie système, autour de l'ingénierie des affaires, autour de l'ingénierie environnementale en particulier. Et puis après, il y a les stages. Les stages, il y en a sur les 3 années de la formation également. C'est-à-dire qu'il y a un stage ouvrier qui dure à peu près 1 mois, qui a lieu en fin de 1re année.
Donc peut-être d'ailleurs que vos enfants vous solliciteront là-dessus, parce que beaucoup de stages ouvriers se trouvent un petit peu en allant chercher les copains ou les copains des parents, etc. Il y a le stage recherche en deuxième année. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un projet autour de la recherche. C'est un stage, ça se fait à travers un stage qui dure 2 mois, qui se fait en laboratoire la plupart du temps, donc en laboratoire ici à Supaéro ou bien dans des laboratoires autour sur le site toulousain. On vous a dit tout à l'heure que le site toulousain était très riche à travers énormément d'universités, d'autres laboratoires, et donc il y a la possibilité pour les étudiants de faire leur stage dans les laboratoires à l'extérieur. Et puis surtout le stage de fin d'études qui dure à peu près 6 mois, qui représente en fait essentiellement la deuxième partie de la 3e année de la scolarité. Voilà. Alors, en plus de ça, il y a des possibilités de double diplôme ou de formation complémentaire. C'est-à-dire que certains étudiants ont envie de creuser les aspects plutôt management, plutôt économie, donc il y a des accords avec TSE, Toulouse School of Economics, HEC, avec Sciences Po. Des étudiants qui veulent plus s'orienter vers la recherche et se disent finalement, école normale sup, j'aurais aimé pouvoir aller plus loin dans un domaine spécialisé, c'est possible également. Le SPCI, pareil, dans les cours que l'on a, par exemple, on fait plus de chimie à Supaéro. Bon ben voilà, il y en a quelques-uns qui se disent finalement ça me plaisait bien, ou bien la physique aussi un petit peu poussée, et bien des possibilités comme ça. Et puis il y a l'international également, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des doubles diplômes à l'international. Alors double diplôme, ça veut dire passer grosso modo 2 ans dans l'autre établissement, puisqu'ils vont avoir à la fin le diplôme de l'autre établissement et le diplôme de Supaéro. On en a parlé tout à l'heure, là on le représente par des images, c'est plus joli. Des moyens de recherche à travers les laboratoires qu'on a à l'école. On voit la soufflerie aéroacoustique qui date de quelques années. Pour ceux qui passent sur le périphérique toulousain, ils ont l'occasion de la voir. Il y a des simulateurs de vol. Il y a une flotte d'avions. On a un hangar à l'aérodrome de Lasborn. Tous les étudiants, en particulier de première année, ont eu un baptême de l'air ou vont l'avoir. Et il y a un cours en première année de dynamique du vol avec un TP qui est un TP en vol, puisque finalement, plutôt que de juste voir un avion sur des planches et en amphi, on le voit en vrai en étant dedans. C'est quand même un peu plus sympa. Il y a des salles blanches, il y a des drones, etc. Si je reviens sur le cursus, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une partie obligatoire, c'était la partie tronc commun scientifique qui se retrouve en première et deuxième année. Tout le reste, c'est à la main de vos enfants. Ils vont pouvoir particulariser leur cursus en fonction de leur choix, en fonction de leur goût. Ils ont en particulier la possibilité de faire une césure. Alors la plupart des étudiants qui rentrent en première année, je crois que ceux qui font la scolarité en 3 ans doivent se compter sur les doigts d'une main, peut-être de 2. Je ne crois pas qu'il faille rajouter de pied. En tout cas, ça reste très très marginal. Et donc cette césure, elle peut revêtir de différents rôles, différentes formes. La première d'entre elles, c'est de dire je vais remplacer le 2e semestre de 2e année par un semestre à l'étranger. Tout à l'heure, Olivier Lèbre vous a dit qu'il y avait de nombreux accords avec des universités étrangères. Et bien voilà, ces accords, ils jouent là-dedans. C'est-à-dire que je crois que l'an dernier, on devait avoir à peu près 150 élèves de première année sur les 200. Ça fait quand même un nombre non négligeable, qui ont fait leur semestre 4 à l'étranger, en fait, qui sont allés suivre un semestre dans une autre université partenaire. Donc c'est quelque chose qui risque quand même de concerner vos enfants de façon importante. Et puis après, ils reviennent en 3e année où ils vont choisir leur domaine, leur filière, et tous les couples sont possibles. Ils vont faire leur stage, c'est-à-dire que je pense que si le diplôme Supaéro est unique, c'est-à-dire que quelle que soit votre filière d'origine des jeunes, le diplôme sera unique à la fin, ils auront tous le même diplôme Supaéro, ce ne sera pas diplôme option machin ou option truc, c'est le diplôme Supaéro ingénieur. Ils auront presque tous fait un parcours complètement différent. C'est bien ça qu'il faut garder en tête. Et donc, c'est à eux de construire ce parcours. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu sur cette planche, vous voyez marqué parcours d'accompagnement. Bien, en fait, on essaye de les aider parce que finalement, c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas beaucoup réfléchi jusqu'à présent. Je pense que la plupart d'entre eux étaient de très bons élèves. Comme ils étaient de très bons élèves, on leur a conseillé assez naturellement d'aller en classe préparatoire pour peu qu'ils aiment les sciences. Et puis, ils ont passé les concours. Et ils se retrouvent à Supaéro. Alors, beaucoup d'entre eux ont choisi Supaéro parce qu'ils aiment l'aéronautique et le spatial, mais certains l'ont prise aussi parce que, finalement, c'est une école qui est bien placée dans les concours d'école d'ingénieurs. Ils se retrouvent ici. Et puis, ils vont commencer à faire des choix. Et le problème des choix, c'est que quand on en a beaucoup, c'est pas toujours évident. Et donc, on essaye de les aider un peu à construire leur parcours futur, c'est-à-dire à faire qu'ils vont être un ingénieur bien dans sa peau au bout de 3 ans ou 4 ans de formation ici.
Et c'est pas toujours si simple que ça, et donc beaucoup de choses sont prévues pour ça. Il y a un suivi aussi au niveau des équipes de la scolarité. Je crois qu'on peut dire que vraiment les jeunes sont vraiment suivis de façon individuelle, de façon très importante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être caractéristique de notre école. En tout cas, qu'on voit moins, je pense, dans les grandes structures comme une université, où quand les élèves sont plusieurs milliers, les suivre individuellement, malheureusement, ça ne fait pas partie des possibilités. Donc, pour donner très très simplement quelques exemples de parcours sur deux élèves qui ont fait l'école récemment, Nicolas qui a fait plutôt des choses autour des mathématiques appliquées, des sciences des données, qui doit faire une thèse maintenant d'ailleurs, sauf erreur de ma part, autour de la reconnaissance d'images dans les musées, enfin autour des tableaux, pour essayer de voir si les tableaux sont vrais ou faux, des choses comme ça, enfin des choses assez intéressantes, qui sont assez éloignées finalement de ce qu'on a fait à Super-Héros en direct, qui a eu une vie associative assez fournie aussi, qui a fait différents stages, dont un au Japon, ou Charlotte qui a été faire un stage aux États-Unis, qui a fait du génie industriel, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est génie industriel et supply chain. Voilà. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, eh bien, la promotion va beaucoup changer. Ils sont actuellement en gros 200, première année, issus majoritairement du concours commun MINPON, même s'ils viennent de filières différentes. En deuxième année, ils vont être rejoints par une centaine d'étudiants, dont une cinquantaine qui sont internationaux. Donc déjà, même si les cours sont en français, il va y avoir parmi eux des élèves étrangers. Donc déjà, la possibilité un petit peu de rencontrer d'autres cultures, de travailler en équipe de façon différente. Puis en troisième année, il va y avoir à nouveau une centaine, enfin, suivant les cas, pas loin de, enfin, en tout cas 70 étudiants qui vont arriver. Si on commence à 200, on termine à plus de 350. Et donc ça fait du monde, ça fait des gens qu'on côtoie, qui sont différents, et donc des possibilités de travailler en équipe différentes, de travailler avec des gens différents, dans des cultures différentes. Et tout ça, ça fait partie un peu de cette formation. C'est pas dans les cours, mais c'est tout aussi important pour un futur ingénieur. Un dernier élément, voilà, ils seront à Toulouse. Toulouse, c'est une très grande ville universitaire française. On dit que parfois c'est la première ville universitaire après Paris. C'est un grand campus au bord du canal du Midi. On est proche du centre-ville. Je peux vous dire en vélo que, moi je suis au Capitole dans une vingtaine de minutes. Comme eux sont plus jeunes, il devrait leur suffire d'une quinzaine de minutes, je pense, pour y arriver. La résidence, elle est sympa. Il y a une résidence sur le campus. Je pense que la plupart d'entre eux habitent sur le campus actuellement. Après, je pense qu'ils se mettront beaucoup en colocation. Je crois que les élèves se passent les colocs, etc. Il y a énormément d'équipements sur le campus. Donc, je crois que c'est un peu décrit après. Il y a la résidence, il y a la maison des élèves, il y a les possibilités sportives. Là, vous avez quelques images du campus qui sont là, plus la possibilité de passer le diplôme de pilote aussi. Et des clubs étudiants, très nombreux, scientifiques, non scientifiques. La fanfare au milieu, là, qui n'est pas vraiment scientifique, mais qui plaît bien. Qui d'ailleurs jouait tout à l'heure. Les possibilités, donc on le disait, de faire des choses autour de l'art, du théâtre. Toutes les activités événementielles que mènent les élèves, la Air Expo, c'est quand même un des plus grands rassemblements aériens français. C'est complètement géré par les étudiants d'ici et de l'ENAC. Je ne sais plus, il y a quand même quelques milliers de spectateurs qui viennent à ce genre de choses. Je n'ai plus en tête le nombre, mais enfin c'est quelque chose d'assez impressionnant. Les équipements sportifs sur place, plus les équipements sportifs à Toulouse, bien entendu, dont ils peuvent profiter. Voilà. Je vous remercie de votre attention.